Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais bien. En ce merveilleux mois de mars, qui ressemble étrangement à un mois d'avril. Oui, écoute, aujourd'hui on nous annonçait, la météo ce matin, c'est comme la 12e journée de fil où on était quelques degrés au-dessus de la moyenne habituelle à cet ainsi de l'année. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 3 ou 4, on va chercher des fois jusqu'à presque 10 degrés Celsius en plein mois de mars à Montréal. C'est rare qu'on a vu ça. Puis aujourd'hui, on est à la conférence Kung-Fu. Oui. C-O-N-F-O-O. Oui, donc c'est pas Kung ou Kung Fu. Non, ça n'a rien à voir avec le karaté. D'ailleurs, le nom, parce que on a fait une émission il y a quoi 2 mois avec Yann Larrivé, qui travaille qui travaille mais qui s'occupe de la communauté PHP à Montréal, puis qui est le grand gourou de PHP Québec là, qui est l'organisateur là, finalement de cette conférence-là. Puis il nous expliquait que le nom Kung Fu venait de Con pour conférence et Fu parce que c'est le nom de variable très souvent qu'on va utiliser quand on sait pas comment nommer une variable. Foubar. Ouais. D'où donc une autre conférence qui veut dire de quoi pour les développeurs, mais à peu près rien pour tout le reste de la planète. Donc on est dans notre studio mobile. Non, on peut pas dire ça mobile, mais studio privé. Studio privé, oui, c'est ça. la chambre de notre invité, Mathieu Mézil. Salut Mathieu. Salut Guy, c'est Mario. Ça va bien? Ça va, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. La dernière fois c'était à Paris, ce coup-ci c'est moi qui suis venu à Montréal. La première fois pour toi à Montréal. Exactement. Oui, hein. Ben oui, on dit notre studio privé parce qu'on commence à prendre cette habitude-là quand on est dans des conférences, on se retrouve dans une chambre d'hôtel parce qu'on découvre à l'usage que c'est l'endroit où on peut avoir le plus de discrétion. Parce que si en tout cas, malheureusement, si on va dans un endroit un peu public, veut pas, pendant l'enregistrement, il y a toujours quelqu'un qui va venir nous déranger. Des fois, c'est pas malveillant, c'est juste qu'ils sont curieux. Qu'est-ce que vous faites? Et là, nous, faut couper, reprendre, tandis que dans une chambre d'hôtel, c'est certain qu'on n'aura pas ou des fois, c'est juste un bruit qu'on n'attendait pas. Quelqu'un qui passe avec un chariot et qui échappe toutes ses bouteilles. Désastre, mais pour nous, ça veut aussi dire désastre. Ça veut dire, OK, il faut recommencer cette section. Ouais. Puis bon, on a la conférence Kung Fu cette semaine. Demain, samedi, on a un gros atelier NTT Framework, justement, avec toi, Mathieu. Donc, on a 80 personnes enregistrées à cet atelier-là. Je suis totalement flabbergasté de l'intérêt, là. Donc, je suis agréablement surpris. Ça doit être toi, Mathieu. Ouais, c'est sûr que ça l'aide, le fait que... En tout cas, nous, on a vendu ça comme ça. On veut pas te mettre de la pression, là, Mathieu, mais quand on disait notre communauté, on a la chance d'avoir quelqu'un de Paris qui vient, qui est conférencier à la conférence Kung Fu. Et c'est une des sommités. Généreusement, il accepte de faire une session d'une journée, une espèce de workshop un peu plus avancé, parce que souvent, les gens vont avoir des présentations de base sur qu'est-ce qu'est Entity Framework, mais un peu plus avancé. Donc, puis je pense que t'es la bonne personne de faire ça, de par ton intérêt, puis ce que tu aimes faire. Donc, il y a des attentes pour ton workshop. Pas de souci. Puis moi, tout de suite après, dimanche, je prends l'avion et je m'en vais à Vegas, Las Vegas, pour la conférence Mix. J'ai bien hâte. Oui, hein. Bon, en tout cas, la prochaine émission, c'est sur justement ce qui va avoir été annoncé à Mix. Donc, on pourra, moi-même ainsi que nos auditeurs pourront comprendre ou analyser ce que vous allez avoir appris pendant cette conférence. Absolument, ouais. Les annonces. On a déjà une petite idée qui a se monter des annonces, mais on se garde le plaisir pour... Aujourd'hui, on parle d'Entity Framework. Exactement. Tout ce qui touche Silverlight et compagnie, ça sera pour le futur. Bon, deuxième fois que tu participes à l'émission, Mathieu. Ouais. Donc, tu connais un peu la formule. Hein? On commence toujours par un petit peu, en tout cas, la biographie ou en tout cas, essayer d'expliquer à nos auditeurs qui tu es. Et ensuite, on parle du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la version 4 d'Entity Framework. Oui. Donc, la version. C'est la version 2 en fait qui s'appelle IF4 parce qu'ils sont alignés sur .NET
Mais c'est la deuxième version, ça. OK. Donc, d'un point de vue marketing, c'est la V4. Mais d'un point de vue vraiment là, de numéro de version, là, c'est la deuxième version. Exactement. Okay. Ouais. Non, mais c'est ce que je m'allais dire, c'est que Microsoft ont l'habitude maintenant de monter les chiffres vite pour dire oui, c'est très stable, c'est très mature. Donc on le voit d'ailleurs le MVC Framework qui en 2 ans en tout cas a évolué de beaucoup de versions. Puis Entity Framework c'est la même chose. C'est une stratégie aussi pour sécuriser la clientèle, de dire écoutez là, c'est pas un produit bêta, c'est un produit qui est rendu mature. Puis surtout à l'utilisation, on a appris avec Microsoft dans les 20 dernières années que c'est souvent la version 3 qui devient le produit que tout le monde doit acheter. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui disent moi, j'attends le jour que la version 3 sortira. Puis là, maintenant, il faut y mettre plein de confusion en appelant ça Entity Framework 4, en disant c'est même plus la version 3, c'est la 4. Donc, vous devriez l'avoir adoptée. Ouais. Mais t'as raison, c'est vraiment une version qui est très mature et qui est très stable. Ouais. Mais en réalité, on parle vraiment sur une version 2. Mm-hmm. Puis, on va expliquer finalement quels sont le marché, ou en tout cas les besoins que Microsoft a cherché à adresser, ou en tout cas à satisfaire dans cette nouvelle version-là. Mais comme je disais, la formule, c'est de parler un peu de qui tu es. Mm-hmm. Tu demeures à Paris. Exactement. Juste à côté de Paris, exactement. Ouais, oui, c'est vrai, t'es pas dans un arrondissement. Non, je suis pas à Paris même. Ça s'appelle comment, non, J'habite à Trappes. C'est une demi-heure de train de Paris, en fait. À Trappes, ça s'écrit TRA2P? 2PES. Ah oui, donc Trappes comme une vraie comme le mot français Trappes. On peut dire ça, ouais. C'est pas très loin de Versailles. Ah, ouais. Ah. Donc à peu près à quoi? 30 minutes? Oui, 30 minutes. Donc quoi, 40-50 km à vol d'oiseau? Ah non, c'est beaucoup plus court que ça. Ah, c'est plus court? Ouais, à vol d'oiseau, ça doit être maximum 30 km. Ah, ok. Bon, c'est vrai, Versailles, c'est à peu près ça. Ouais. Puis, tu travailles pour une firme qui a ses bureaux à Paris, centre-ville, Accessite. Oui, alors en fait, c'est une boîte de Lille. Et donc ils ont ouvert une antenne sur Paris. Donc exactement, nos bureaux actuellement sont à Courbevoie, donc c'est au niveau de la Défense. Uh-huh. Mais effectivement, on a une petite équipe maintenant sur Paris, puisqu'on est 12 et demi. On s'amuse à dire 12 et demi parce qu'on a encore un stagiaire qui va bientôt passer en CDI. Donc là, il faudra vraiment qu'on dise 13. La gang des 13. Ça commence à puis cette gang en tout cas ces 12 là, il y en a un bon paquet que nous on a la chance de connaître parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, c'est une caractéristique. Il y a beaucoup des gens avec qui tu travailles qui sont aussi MVP comme toi. Oui, on est 6 à être MVP. Ouais. Non, c'est la moitié de. C'est à peu près la moitié de tous les MVP qui sont sur Paris. Non, je dirais pas là. Ouais. Non, il y en a plus, mais en tout cas spécialisé en développement C# et compagnie. Ouais. Puis, donc, tu travailles chez Accessite, ça fait 6 mois, 8 mois presque. Ouais, je me rends pas bien compte, mais ça doit être à peu près ça, ouais. Et donc, tu te retrouves à souvent être en mandat chez des clients. Exactement. D'où pourquoi vos bureaux sont proches de la Défense, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de clients dans ce non, parce qu'en fait, il fallait trouver un bureau, parce qu'on n'y est jamais de toute façon au bureau, donc... Puis pour toi, au niveau du voyagement, est-ce que ça se fait bien partir de la Trappe et te rendre du côté de la Défense? Oui, j'ai un train direct. Ah ouais, donc ça c'est pas pire. Hein? T'as commencé à programmer il y a quoi, une dizaine d'années? Même un peu plus maintenant. Oui, t'as tombé dedans quand t'étais petit. Hein? Voilà. Puis c'est pas d'hier que tu t'intéresses à Entity Framework? Non, Entity Framework, je me suis intéressé dès les bêtas. Et puis donc le .NET depuis 2002. Et puis bon, avant, je m'étais intéressé à autre chose. Donc, tu t'es intéressé à .NET, puis dès que Microsoft a annoncé qu'il bâtissait un Object Relational Mapper, ou en tout cas une nouvelle technologie d'accès aux données, Entity Framework, t'avais un intérêt vers ce type d'outillage-là, puis là, t'as sauté tu t'es dit, moi, là, je vais maîtriser ce produit-là, de bout en bout. Bah, au début, j'avais pas forcément d'objectif de vraiment maîtriser ce produit-là, mais c'est vrai que dès les premières utilisations, j'ai bien apprécié ce produit. Et puis donc derrière, je me suis de plus en plus intéressé, et puis j'ai continué jusqu'à maintenant effectivement avoir une certaine maîtrise de la techno. Donc ici à Kung-Fu, tu avais une session sur Entity Framework. Oui. Puis sur les Tech Days à Paris aussi, tu es l'expert Entity Framework que Microsoft appelle pour quand c'est le temps de parler d'Entity Framework dans les conférences. Pour l'instant, en tout cas, au moins sur les conférences en français, effectivement, je
Je suis assez visible. Mais tu commences à avoir de plus en plus de visibilité du côté anglophone parce que t'as deux blogs. T'as un blog francophone et un blog anglophone. T'as travaillé assez étroitement avec Julia Lerman qui vit en Amérique, puis elle a écrit un des premiers bouquins sur Entity Framework. Le bouquin qu'il faut avoir quand on veut faire un petit framework V1. Ouais. Le bouquin de 700 pages. Mais qu'il faut plus que pas ça, trop voir pas parce qu'il a écrit ses bouts. Il y a le code en C# et le code en VB. Donc déjà, ça veut dire que c'est en réalité un bouquin plus de 300, 400 pages, pas vraiment. Mais 700. je crois que c'est plus que 500 pages. Hein, je crois que Ah c'est ouais. 850 de tête, quelque chose comme ça. Assez pour faire peur à beaucoup de monde. Ouais. Puis là, il est en train d'écrire une nouvelle version, une version révisée là, Pour de son bouquin. IF4. Ouais. Pas le choix parce que le produit a beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, comme on disait, t'es MVP C#. Ouais, encore C#, alors, sachant qu'à partir d'avril, si tout va bien, je passerai MVP Data Platform Développement. Ce qui aurait beaucoup de plus sens. logique par rapport justement à Entity Framework. Ceci étant dit, je pense qu'il serait temps qu'on commence l'entrevue, hein. Ok. Enfin, en même temps, j'ai vu ta session hier sur soi-disant REST, Oui. où t'as commencé par 15 minutes de TFS, donc je suis pas... Non, mais écoute, juste pour la petite histoire, je me retrouve dans une conférence open source, je dois présenter... Pourquoi t'as choisi de présenter en anglais quand tout le monde dans la salle est en français? Non, la moitié de la salle parle anglais. Ah ouais? Il y a à peu près la moitié des gens ici qui sont anglophones. Bon, je savais pas trop. Moi, j'ai soumis en anglais parce que j'ai l'habitude de soumettre souvent des sessions en anglais. Mais j'étais curieux parce que là, tu te retrouves, c'est nouveau, hein, qui supporte que cette conférence-ci ait des gens, une communauté .net qui assiste. Donc, j'étais un peu intrigué. Je me demandais, est-ce que c'est vraiment des gens .net qui sont dans la salle? Parce que je peux leur montrer beaucoup de code, mais si c'est des... Puis effectivement, j'ai découvert que j'avais 5 ou 6 personnes qui étaient des développeurs PHP, 2 ou 3 qui étaient plus du monde qui voulaient juste comprendre qu'est-ce que c'est ça REST, puis 4 ou 5 développeurs .net qui ont accepté, qui ont dit, bon, écoute, c'est pas grave si tu traites pas trop en détail le REST, puis que tu nous fais plus une vue d'ensemble de ce qui se passe dans toute l'industrie actuellement. Donc, Petite parenthèse. Donc, revenons à Entity Framework. Donc, on va faire la pause. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.NET. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. c'est bien, Guy, que tu me dises on va faire la pause, parce que sinon, j'aurais été encore parti pour un autre 10-15 minutes. Hey, j'ai beau gesticuler. Vous me voyez pas, là, ceux qui, les auditeurs, là. Je gesticule, je fais plein de grimaces, mais il y a rien qui marche. Mais c'est le but, hein. Je me suis dit, si j'ai un co-animateur, faut que ça soit vraiment un straight man. Quelqu'un qui soit vraiment dans un rôle de dire, Mario, on a une émission à faire, on doit parler d'Entity Framework, donc c'est pas le temps de raconter ta vie, c'est pas le temps de parler de Team Foundation Server. Donc si on parlait d'Entity Framework. Ben, moi, ce que j'aimerais d'entrée de jeu, Mathieu, c'est que tu nous expliques un peu l'histoire d'Entity Framework, parce qu'on dit que c'est une version 2, donc il y a eu une version 1. Donc, peut-être juste pour situer, s'il y a des auditeurs là, qui ont jamais entendu parler d'Entity Framework, à quoi ça sert, puis pourquoi Microsoft a créé ce produit-là. Ok, donc Entity Framework, c'est un mapping objet relationnel. L'idée du mapping objet relationnel est simple, c'est on a actuellement des bases de données qui sont des bases de données relationnelles avec une conception relationnelle. On a des entités qui sont des entités conçues de façon objet, et donc les deux conceptions potentiellement peuvent être différentes. Et ce qui veut dire que derrière, quand on veut persister nos entités, on a besoin d'avoir un mapping pour joindre les deux mondes. Et la problématique étant que ce mapping, c'est pas forcément simple à faire. Pour ma part, j'en avais déjà fait un avant Entity Framework, bon, qui était bien sûr beaucoup plus petit qu'Entity Framework, où je m'étais pas mal amusé avec notamment de la génération d'IL à la volée pour optimiser, enfin des trucs assez sympas. Mais c'est vraiment complexe à faire, c'est assez difficile. Et justement, l'intérêt d'utiliser une techno comme Entity Framework, c'est toute la complexité est déjà gérée par le framework. Nous, on va juste définir le mapping qu'on souhaite avoir. Et derrière, on va pouvoir utiliser très simplement une bonne conception de la base de données, une bonne conception des entités. Parce que quelqu'un qui est peu familier avec la problématique, son premier réflexe, c'est de dire, écoute, j'ai des objets d'un côté, parce que je programme en orienté objet avec la plateforme.net. J'ai des tables de l'autre côté. La solution est simple. Je fais un mapping, un pour un, une table,
une collection d'objets. Mais en fait, il faut que tu te fasses une moulinette en code pour extraire tes données relationnelles et de les transposer en objet. Et ça, c'est pour ceux qui font de l'objet. Donc, il y a beaucoup de monde encore qui se connecte directement à la base de données sans passer par des objets par exemple, d'un domaine d'affaires. Exactement. Et ceci étant dit, cette petite moulinette-là, elle peut sembler simple aussi à construire. On se dit, écoute, c'est juste un petit peu de code. Mais c'est pas si simple que ça parce que en orienté objet, on a des concepts d'héritage. Donc, comment tu fais ton mapping d'héritage? T'as de la composition, des objets qui contiennent d'autres objets, qui contiennent d'autres objets. Puis si tu fais un mapping un par un, puis que tu fais un algorithme simpliste qui serait du type quand je sors un objet, je sors tout ce qui compose cet objet-là et tu t'adonnes à sortir l'objet racine de ton domaine de données, de ton modèle. Ben ça se peut qu'à ce moment-là, tu vas essayer de sortir la collection complète de toute ta base de données en mémoire, puis là, ton système va être sur les genoux. Donc, c'est toute cette problématique-là, ce qu'on appelle le problème d'impédance entre les objets et les tables du domaine relationnel que Entity Framework essaie d'adresser. Voilà, un autre exemple qui est assez simple à comprendre, c'est les relations many-to-many. Au niveau de la base de données, tu vas forcément avoir une table intermédiaire pour justement faire des relations many-to-many. Au niveau de tes entités, ça n'a pas de sens. Tu peux avoir une collection de A dans B, une collection de B dans A. Donc du coup, toi, tout ça fait que tu as besoin en fait d'avoir un vrai mapping. Ce que proposait pas par exemple Link2Sequel, qui était une version qu'avait proposé MS, qui est à mon sens pas un vrai mapping objet relationnel, puisque là on était vraiment sur du mapping 1 avec la base. Donc, en fait, c'est un bon point là qu'on fasse un petit comparatif là très très rapide. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qui veulent comparer les deux, je dis Link2Sequel, c'est implémente l'active record, le patron active record, donc c'est du mapping 1 à 1, une table, un objet, puis Entity Framework. C'est le data mapper, le patron data mapper, où là on peut faire du mapping complexe. Là. Tout à fait. Tu peux avoir un mapping complexe et puis l'autre point, c'est le fait qu'avec Link2Sequel, tu étais limité à SQL Server. Absolument. Alors que là, on est indépendant de la base de données. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'Entity Framework, la version 1, celle qui est sortie, il y a quoi la 1, elle a sorti avec le SP1 de VS 2008. Ah oui, avec le SP1, c'est vrai. Donc on parle de quoi, il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, Microsoft, quand ils ont sorti cette version-là, le premier besoin que eux, en tout cas, la première clientèle qui cherchait à satisfaire, c'était pas les hardcore développeurs qui travaillent avec des modèles objets, c'était vraiment les développeurs qui aiment le modèle donné, qui aiment travailler avec des tables, et qui ont, eux autres, différentes problématiques. Puis Microsoft a adressé cette première problématique-là dans la version 1. Puis ça a créé tout un brouhaha, d'ailleurs, dans la communauté, entre autres, on regarde du côté de la communauté agile, qui disait, ben là, Microsoft fait un ORM, mais nous, on peut rien faire avec ça parce qu'on n'est pas vraiment capable de mapper comme il faut nos objets. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant avec la version 2. Là, Microsoft, c'est souvent leur stratégie. Ils ont satisfait comme il faut une première clientèle. Là, maintenant, avec la version 2, je crois que ce qu'ils cherchent à faire, c'est satisfaire un autre type de clientèle. La clientèle des gens qui aiment travailler avec un domaine un domaine d'objets et qui souvent vont pratiquer les pratiques agiles. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on avait en fait deux contraintes. La première chose, c'est que soit on partait de la base, par exemple, pour générer le modèle, ce qui était l'approche la plus souvent utilisée, soit on concevait nos entités et puis on concevait notre base de données et puis derrière, après, on faisait le mapping entre les deux, ce qui est personnellement ce que je préfère parce que ça permet effectivement d'avoir des conceptions, on va dire, optimales puisqu'on va on va pas forcément réfléchir aux contraintes objets quand on va concevoir la base et réciproquement. Ensuite, tu as maintenant avec la nouvelle version, tu as la possibilité de dire, je vais générer ma base à partir de mon modèle d'entité. C'est ça. Hein, ce que tu expliques, c'est que le modèle classique, c'est les gens travaillaient vraiment dans un modèle relationnel et essentiellement, ils pouvaient vivre même avec des datasets, en tout cas des objets qui sont des tables en mémoire. Mais souvent, la communauté agile, eux, disaient, moi, je vais me faire un modèle objet, puis je vais me faire une table. Puis là, tu n'avais aucun outillage pour faire le mapping. Il fallait tout que tu programmes ça à bras. Tu pouvais un peu utiliser les outils de design, mais c'était assez peu sophistiqué. Et maintenant, avec la version 2, Microsoft fournit vraiment un outil de modélisation. Donc, tu modélises ton domaine en objet
Et en utilisant de la génération de code, tu peux descendre jusqu'à la base de données et générer toutes les autres schémas intermédiaires que tu as besoin jusqu'à ton schéma physique. Est-ce que je me trompe? Non, on ne trompe pas. Et puis surtout, l'aspect qu'il y avait, c'est qu'au niveau des entités qu'on avait avant, Entity Framework supportait pas nativement le scénario POCO, qui était donc Plain Old Cellular Object, qui était très demandé, notamment par la communauté agile, c'est-à-dire l'idée étant de dire mes entités n'ont aucun lien avec Entity Framework, c'est-à-dire elles n'ont pas à implémenter les interfaces d'Entity Framework ou à hériter d'une classe de base. Quand on parle de POCO, là, c'est des classes, là, C# ou VB, là, simple, là. Il y a rien, pas de relation avec Entity Framework du tout. Voilà, exactement. Totalement indépendante. C'était ça, souvent, la communauté agile, elle a défini son domaine d'affaires, son domaine métier, si j'utilise une terminologie plus européenne. Et dans ce domaine métier-là, tu as des entités qui représentent des concepts forts de ton domaine. Comme par exemple, je peux avoir un type d'entité qui sont des employés, un autre type d'entité qui sont des factures. Et si on voulait utiliser comme mapper, comme data mapper, Entity Framework, nos entités se retrouvaient à avoir des dépendances sur le framework, Entity Framework. Puis la communauté agile aime pas beaucoup ça parce qu'elle veut vraiment des objets purs. C'est-à-dire, je veux un objet, d'où on dit plain old CLR object, donc un objet qui n'est qu'un objet. Et maintenant, avec Entity Framework 4, on va être capable d'avoir ce type d'objets-là. Donc, on va être capable de modéliser notre domaine avec juste des objets et en arrière de la couverte, avec la génération de code, mais Microsoft s'occupe avec Entity Framework de générer ce qu'ils ont besoin pour eux autres être capables de pouvoir faire la persistance. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus, l'autre intérêt du POCO, c'est que du coup, tu vas pouvoir intégrer pour des entités que tu as déjà écrites par le passé, que tu as déjà, alors qu'avant, donc dans la version 1, tu étais embêté parce qu'il fallait commencer par modifier ces entités pour leur faire au minimum implémenter les interfaces du framework pour pouvoir l'utiliser au niveau anti-framework. Donc c'était pas forcément l'approche pour laquelle Entity Framework est préconisé. Alors que maintenant tu vas pouvoir effectivement dire j'ai mes entités, elles sont déjà écrites, je veux aucun lien avec Entity Framework et j'ai pas besoin de rajouter ce lien pour pouvoir les utiliser au niveau de mon application. Ouais, c'est un bon point que tu amènes parce que ce que ça forçait, c'est si tu décidais de refaire ta couche d'accès aux données, fallait que tu remodifies ton domaine métier, ce qui était comme habituellement on n'aime pas changer deux responsabilités en même temps. On change une couche, on garde toutes les autres couches stables, comme ça on est capable en mesure de contrôler notre évolution, tester et tout. Et là, il fallait changer les deux, tandis que maintenant on va être capable de juste dire je change ma technologie d'accès aux données et remplacer par exemple un ORM par un autre ORM par exemple. Oui. OK. Si je te posais la question de tout ce qui est nouveau là, dans Entity Framework 4, c'est quoi l'affaire qui t'allume le plus, ou en tout cas que toi tu considères de dire hey, ça c'est le fun. Il y a vraiment quelque chose là qui différencie Entity Framework de ce que je peux connaître ou ce que j'ai pu voir ailleurs dans d'autres technologies d'accès aux données. Alors, c'est pas... Donc toi typiquement par rapport à Hibernate qui est donc un concurrent qu'on va citer, c'est quand même le plus connu. Il y a au niveau de Entity Framework, il y a beaucoup de choses communes. Ce qu'on va retrouver en plus dans Entity Framework, c'est il y a un meilleur support de link. Ce qui est pas inintéressant bien sûr, mais surtout l'autre point que je vois moi c'est ce que j'appelle l'écosystème qui est autour d'Entity Framework qu'on va avoir avec des technos qui sont pas forcément dépendants d'Entity Framework mais qui vont être beaucoup plus simples à utiliser avec Entity Framework. Je pense par exemple à WCF Data Services, à Area Services. Il y a et puis t'as quelque chose également qui est très très intéressant je trouve, c'est la partie T4, donc les templates de génération de code T4 qui sont capables Microsoft propose déjà toutes les API qu'il faut pour avoir accès aux métadatas de ton modèle et donc du coup pour pouvoir l'exploiter pour générer du code. Et ça en fait ça va très très loin, c'est-à-dire que Microsoft propose déjà des templates de génération de code qui vont te permettre de générer ton contexte, mais également tes entités. Et tes entités, que ce soit des entités prescriptive classes, donc qui héritent de classes du framework, ou des entités POCO. Avec deux scénarios, on va avoir des POCO classiques et puis le POCO avec self-tracking entities, l'idée étant de dire je sérialise mes entités, par exemple je les passe à travers WCF ou n'importe, mon client, et je veux que les entités elles traquent elles-mêmes leurs modifications, ce qui permet une fois que je le rends au serveur, que le serveur sache ce qui a été modifié et donc fasse l'insert, l'update ou le delete adéquat. Donc on peut dire que c'est cet outillage de génération de code, le T4 qui est inclus avec le .NET Framework, c'est une autre dimension de l'écosystème
qui vient vraiment bonifier la valeur d'Entity Framework. Voilà, exactement. C'est-à-dire que bon, T4, ça marche très bien sans Entity Framework, mais c'est vrai qu'avec Entity Framework, et moi en tout cas, je crois beaucoup au modèle T4, et j'ai développé un certain nombre de templates T4 qui me permettent, par exemple, d'avoir donc des entités Poco self-tracking, d'avoir une couche de repository qui est générée à partir donc de mon modèle. J'ai une couche de contrat WCF qui va être générée à partir de mon modèle. J'ai une couche de l'implémentation de mon contrat qui va être générée à partir donc de mon modèle. Et même côté client, je me suis recréé un vrai contexte. Donc qu'est-ce que j'appelle un vrai contexte? C'est-à-dire que c'est un contexte qui d'une part va être capable de traquer les entités qui ont été modifiées, ce qui me permet derrière de dire maintenant je veux faire une persistance transactionnelle de toutes mes modifications que j'ai pu effectuer, qui va être capable également de dire si j'ai chargé une première fois une entité et puis derrière que je vois que je recharge cette entité, j'ai le choix de savoir qu'est-ce que je veux garder, ce que je veux mais dans tous les cas je vais garder le même objet. Donc ça, c'est important de garder les mêmes instances. Dans ces cas-là, ça t'évite d'avoir des problèmes de doublons. J'ai également possible de faire du lazy loading. J'ai beaucoup de choses qui est développé à ce niveau-là. Et moi, en fait, je crois beaucoup en ce modèle qui, dans ce que j'ai développé, est assez concurrent, on va dire, de WCF Data Services. Même si moi, je me base sur SOAP et pas sur REST. Mais j'y crois beaucoup parce que l'intérêt du T4, c'est que c'est ton template et donc c'est ton code. Alors que quand tu utilises une technologie, la technologie elle est fermée et de temps en temps t'as quelques points pour pouvoir avoir une action custom, mais malgré tout t'es quand même assez limité. Alors que là justement comme c'est ton template de code, tu peux faire ce que tu veux. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est typiquement justement dans le cas de développement agile où un des principes de l'agile, c'est que le modèle va évoluer tout au long du projet. Contrairement à ce qu'on a dans le cycle de V en cycle en V théorique où t'as tout au début tout est fixé. J'aime bien le fait que tu dis c'est théorique. Voilà, non, parce que ça arrive jamais dans la vraie vie où tout est fixé au début et après ça bouge jamais. Mais donc typiquement quand le modèle évolue, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux lui dire maintenant je vais régénérer tout le code de mes T4. Et en plus, c'est particulièrement bien fait dans Visual Studio 2010 parce que tu as un bouton maintenant qui te permet de dire régénère-moi tous les T4 de ma solution en un seul clic. Et donc là, si tu veux, t'as deux choses. D'une part, la façon dont je l'ai fait, c'est que c'est des classes et des interfaces qui sont partiales avec des méthodes partiales également. Et puis en plus, tu peux le rajouter là où tu veux, les méthodes partiales, puisque une fois de plus, c'est ton code. Et donc derrière, ça te permet de le customiser proprement, donc sans perdre tes modifications quand tu vas mettre à jour. Et puis l'autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est que le problème que tu avais quand t'écrivais ce code, c'est que écrire ce code, d'abord c'est le temps d'écriture du code est dépendant du nombre d'entités de ton modèle. Ça c'est le premier point. Et d'autre part, ce travail, tu vas devoir le faire à chaque projet. Et pourtant, c'est toujours quasiment le même code, mais c'est pas vraiment factorisable parce que c'est jamais sur les mêmes entités. Et donc, toi, tu vas avoir, par exemple, un get customer, get categories, get orders, et puis tu vas avoir un get customer où tu vas le passer le customer ID en paramètres, et puis tu vas avoir pas mal de choses comme ça. Et donc là, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que si tu dis, finalement, ce code-là, moi, je vais en faire juste du métacode, et en me basant sur mon modèle, lui, il va me générer tout ce code-là. Et donc, du coup, ton temps de développement, d'une part, il est constant. Et en plus, une fois que tu as ton modèle, tu vas pouvoir le réutiliser à l'infini dans tous tes projets. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça change la façon de penser la programmation d'une couche d'accès de données. Tu travailles beaucoup plus à partir d'un modèle parce que là, on va te fournir une surface graphique dans laquelle tu peux définir les entités. Donc, vraiment, ton modèle, c'est juste cette partie-là que tu vas faire évoluer. Et comme tu dis, dans Visual Studio, tu vas dire, régénère-moi en utilisant ce que tu appelles T4, là, T4, donc la technologie de génération, régénère-moi. Puis à ce moment-là, tout ce qui part du modèle jusqu'au physique de la BD, tu peux régénérer à chaque étape et donc à faire évoluer ton code source en conséquence. Comme tu disais, tu le fais de façon élégante pour pas écraser, mais vraiment s'assurer qu'on perd pas ce qu'on a fait précédemment. Tout à fait. Ouais. Et donc ça, je pense, enfin moi, en tout cas, je crois vraiment ce modèle-là où finalement on fait plus du code, on fait du métacode pour tout ce qui était tout ce qui est redondant, mais que tu peux pas factoriser. C'est intéressant, ça me fait penser. J'ai déjà utilisé CodeSmith, le produit CodeSmith.
dans quelques projets, justement pour générer dynamiquement là, les couches de persistance, les couches d'accès aux données, les objets, les procédures stockées, même. Puis en fait, ça rejoint exactement ce que tu mentionnes. La philosophie en arrière de ça, c'est de passer un peu de temps à créer une série de templates. Qui vont te faire sauver du temps tout au cours du projet. Et tout au cours du projet et au-delà, puisque d'ailleurs après tes templates, tu peux les réutiliser dans d'autres projets tels quels. Ben oui. C'est ça le point également qui est très intéressant. Les templates sont complètement agnostiques par rapport au type d'entité. Exactement. Ils peuvent générer des clients, ils peuvent générer des factures, ils peuvent générer l'entité, le concept fort. Lui, tu vas avoir les noms qui vont être insérés aux bons endroits dans les noms de méthode, dans les noms des objets, mais ça reste que ton metadata, lui, il sait comment générer ça. La grosse différence avec un produit comme CodeSmith, par contre, c'est que CodeSmith, lui, il était bottom-up. Il fallait que tu fasses ton modèle dans ta BD, et c'est le modèle de la BD qu'elle allait lire, et là, il régénérait de bas vers le haut. Tandis que dans le scénario que tu nous parles, toi, on travaille vraiment avec un modèle objet, où tu définis tes entités de ton domaine du métier. Donc, ça a même une autre puissance, cette affaire-là, c'est que ça donne un outil de visualisation ou de communication pour le reste de l'équipe. Dis, voici mon domaine métier. Et ensuite, tu génères top-down, c'est-à-dire que tu vas générer jusqu'à la couche d'accès aux données. Donc, c'est une autre façon de penser le développement, c'est-à-dire qu'on travaille plus en étant si très focusé sur nos tables, on est focusé beaucoup plus sur nos objets du domaine métier. Alors, tu as deux possibilités, parce que soit tu fais ça, soit tu peux dire je modifie ma base de données, et ensuite je mets à jour mon modèle à partir de ma base de données, et derrière je régénère mon code. Ah oui, c'est un autre scénario possible. T'as vraiment les deux possibilités. Donc, quelqu'un qui serait très data-centric, il va dire, moi, j'aime mieux commencer par la BD. Ouais. Tu dis, oui, OK, mais après ça, tu reviens modifier le modèle, puis tu régénères ce qui manque entre les deux, finalement. Voilà, ouais, exactement. Ou les gens qui sont plus souvent la communauté agile, ou les gens qui aiment faire du domaine-driven design, eux vont vouloir dire, ben moi, je modélise mon domaine, et tout ce qui est couche d'accès aux données, même le schéma de la BD, c'est accessoire pour eux autres. Ce n'est que de l'implémentation, parce que ce qui est important dans leur vision, puis je pense que c'est pas une mauvaise vision, c'est de dire c'est mon domaine métier qui est vraiment la propriété intellectuelle qui est différenciée de l'application de toutes les autres applications. Alors, je suis assez d'accord, et en même temps, moi j'aurais quand même tendance à mettre juste un warning. Moi, ce que je vois souvent justement au niveau de la façon, enfin, quand on génère la base à partir donc du modèle, et bien souvent en fait dans le développement agile, l'impression que j'ai, c'est que les développeurs voient la base juste comme un espace de stockage, et donc du coup derrière ils vont pas passer du temps à passer les bons index, à placer le bon cluster, etc. Et donc du coup au final on peut avoir des performances qui sont dégradées parce que justement il y a la base de données est vue vraiment juste comme un espace de stockage et pas comme une base de données. Ouais, puis on se plaint que c'est pas performant. Voilà, exactement. Pas performante. Le site serveur SQL, par exemple, qui est pas assez puissant. Il faut rajouter de la mémoire, d'autres CPU, mais finalement, c'est parce que il y a pas on a pris une approche. Ouais, c'est ça, on a pris une approche qui a fait qu'on n'a pas pris le temps d'optimiser soit les requêtes ou la base de données en tant que telle. Exactement. Parce qu'avec Entity Framework, il n'y a rien qui t'empêcherait si tu as des DBA dans ton organisation qui, eux, veulent travailler avec des store procédures, ils veulent optimiser tout comment ils stockent. Tu dis, oui, bâtissez tout votre modèle de BD, et après ça, on met à jour, nous, le modèle Entity Framework, donc le modèle des entités, et on régénère la partie, toute la couche d'accès aux données, qui est la partie absolument que les DBA, eux, se préoccupent pas, mais que nous, les développeurs, on est responsables d'implémenter. Puis, à ce moment-là, on a le meilleur des deux mondes. On est capable de pouvoir vivre avec notre réalité de notre organisation, et pouvoir vraiment avoir une couche d'accès aux données optimale. Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, il faut pas... si on met plus de temps à penser aux objets qu'à penser à la BD, on vient de déplacer un problème, là. Tout à fait. Si on pense uniquement à la BD, le problème, c'est que on n'a pas des objets de domaine Sauf qui font du sens. Quelqu'un qui aime modéliser son domaine métier va dire, j'aime mieux passer plus de temps à modéliser le domaine métier parce que c'est ça le langage du métier. Puis donc, en tout cas, il y a différents arguments pourquoi. C'est ça. Si ton application scale pas là, puis ça marche pas, les clients seront pas contents. Puis mais j'ai par exemple
beau Oui, mais domaine Guy, métier. on s'entend que quand tu as un problème de performance, là, tu peux revenir au niveau de ta BD, dire, bon, où est-ce que je peux, tu sais, puis même un produit comme SQL, tu dis, hey, regarde ma BD, il va te dire tout où est-ce que tu devrais mettre des index. Ah ouais, rajoute du hardware, là. On va régler le problème en rajoutant du hardware. Bon, ça, c'est un autre, Mais, débat. le point que t'amènes, Guy, il est valable quand t'as des millions de rangées. T'as des cas où est-ce que t'as vraiment du volume, puis là, faut que tu te préoccupes de tes données en premier lieu. Oui, je suis d'accord. Mais 80% des applications que moi je vois en entreprise, là, qui sont des applications un peu à la Microsoft Access qu'on veut refaire sur la plateforme.net, où t'as pas de volume, peut-être que se préoccuper du modèle de métier est pas une mauvaise stratégie. Mathieu, on parle depuis tantôt là, des fameuses templates T4. Par contre, on n'est pas obligé de créer ou d'aller aussi loin là avec Entity Framework. Non. On pourrait utiliser Entity Framework sans ces fameuses templates-là. Tout à fait, oui. Okay. Qu'est-ce qu'on perd à ce moment-là si on n'utilise pas T4? Alors, si tu n'utilises pas T4, tu vas te retrouver avec... alors, il y a deux solutions. Soit tu dis, j'écris moi-même le code. Okay. D'accord, donc là tu peux avoir comme ça tes entités très bien. Si tu lui dis c'est toi qui me génère mes entités, si tu n'utilises pas T4, tu vas avoir des entités qui sont prescriptive classes, donc c'est-à-dire qu'ils vont hériter des classes de base d'Entity Framework. Donc ça, tu as une forte dépendance sur le framework. Voilà, exactement. Ça c'est donc le scénario donc par défaut que tu vas avoir si tu utilises pas T4. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser template T4 fourni par Microsoft et donc finalement sans même y toucher. C'est-à-dire, tu dis juste, je vais utiliser le template T4 de génération d'identité POCO que Microsoft me fournit. Et moi derrière, j'ai pas envie de regarder le T4, ça m'intéresse pas. Et j'ai des entités POCO et donc j'ai eu T4, mais sans m'en rendre compte. Et est-ce que confirme-moi donc les collections qu'on trouve quand on fait du POCO, j'imagine c'est toujours des iQueryable, c'est-à-dire qu'on travaille avec des interfaces, les fameuses interfaces iQueryable. Alors, ça dépend de quelle collection tu parles, mais ben si par exemple je retourne une collection d'entités. Alors sur le contexte, tu auras effectivement une propriété genre customers, par exemple, qui va être une collection de customers. Là, ça va être en fait une propriété de type object-set, donc qui est une classe d'entity framework qui implémente effectivement iQueryable. Derrière, moi justement, ce que j'avais fait au niveau de mes générations de repository, c'est que là, par contre, sur mes repository, bien entendu, je suis totalement indépendant d'entity framework. Donc au final, moi, ce que je retourne, c'est des collections. Donc des collections qui sont des iQueryable. Voilà. Parce que une des choses que tu nous disais au début, l'écosystème qui est autour d'Entity Framework et que Microsoft fournit, un élément non négligeable de cet écosystème-là, c'est Link. Oui. Et une des problématiques qu'on a quand on bâtit une couche d'accès aux données, c'est de définir quel va être notre langage pour faire des requêtes, des queries. Donc, on sait que dans le passé, on avait deux grandes stratégies, soit qu'on utilisait dans le nom de nos méthodes, on avait une façon de nommer pour dire je suis en train de, par exemple, je sais pas moi, donne-moi tous les employés par ville, puis là c'était dans le nom de la méthode, ou c'est en paramètres, donc ce qu'on appelait les fameux search criteria. Oui. Donc ça, c'était encore quelque chose qui est du domaine du possible, mais avec Link, si tu travailles avec des iQueryable, par exemple, tu peux dire, mon langage de requête, c'est Link. Puis je vais laisser la responsabilité à la couche domaine métier, par exemple, qui appelle la couche d'accès, de faire sa requête en Link pour vraiment aller chercher juste le sous-ensemble de ce que je cherche, donc pas toute la collection complète. Puis dans mesure où c'est un iQueryable, ben vu que c'est un expression tree, elle va être exécutée vraiment juste dans la couche d'accès aux données parce qu'on a ce qu'on appelle la defer execution. Donc ça peut être une stratégie. En tout cas, quand tu parlais d'écosystème, ça devient un élément intéressant. Entity Framework supporte 3 modes de requêtage, dont Link, et puis il y a également un mode qui est donc le eSQL, donc qui est un langage en chaîne de caractères, un peu à la manière de SQL, mais enrichi par rapport à des éléments de l'entity data model. Toi par exemple tu vas retrouver, imagine tu as donc un customer avec des orders, ben tu vas pouvoir faire mon customer.orders. Ce que tu peux bien entendu pas faire en SQL, puisqu'il faudra que à ce moment tu tapes dans tu requêtes au niveau de la table order pour regarder ceux qui ont le bon customer ID. Et puis bon, t'as pas mal de choses. Et puis tu as également un mode qui est le mode query builder, qui est un mode un peu mix où tu vas dire, je vais faire un where. Ça, je te le mets en méthode. Par contre, dans le contenu du where, ça, je vais te le mettre en chaîne de caractères. Ces modes-là, ça peut être intéressant quand tu veux faire, par exemple, de la génération de requêtes à la volée.
Parce que typiquement la chaîne de caractères c'est très facile Et dans c'est ce pas cas-là. compliqué. Parce que moi, ce que je m'en ai dit, c'est le modèle Entity SQL, le eSQL tu parlais, ou le Query Builder. Mhm. Si on est un développeur, on n'a pas 3 millions d'années pour apprendre toute cette technologie-là, moi, mon premier réflexe, ça serait de dire, apprenez Link, parce que Link, Oui. c'est réutilisable partout, ça va être là, en tout cas, probablement, on peut s'avancer et dire, pour les 20 prochaines années, il y a des chances que ça soit un bon investissement. Oh, oui, absolument. Mais Link va répondre à peu près à 80-85% des cas de requêtage. Il y a toujours des exceptions et c'est là l'avantage de SQL. Oui, alors ça c'est par contre c'est de moins en moins vrai parce qu'au niveau justement d'Entity Framework 4, ils ont mis en place un système qui va te permettre de créer des extension méthodes et en fait au niveau de ton modèle, tu vas lui dire voilà la fonction eSQL qui est associée en fait à mon extension méthode. Et donc derrière lui en fait va traduire au niveau de quand il va traduire ma requête Link, il va traduire mon extension méthode par la traduction de la fonction eSQL. Donc là, comme ça, tu vas pouvoir intégrer justement également ce que tu n'as pas dans le langage C#. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple. Au niveau justement de Link, on est sur du Link to Entities, hein, donc on n'est pas sur du Link to Object. Donc il y a quand même une traduction. Donc tout n'est pas traduit. Et d'ailleurs, tout n'est pas traduisible. Mais par exemple, si tu veux calculer l'âge d'une personne, tu vas t'as deux possibilités. Soit tu lui dis datetime.nao moins sa birthday, mais ça, tout le monde te dira que c'est pas la bonne façon de faire, puisque l'idée c'est de dire quand tu as une base de données, il faut que tout le monde se base sur la date et heure de ton serveur de base de données. Comme ça, tu es sûr d'avoir la même date en fonction de différentes machines. Et donc là, du coup, il faut exécuter la méthode getDate, au niveau donc ta base de données. Et donc le datediff. Et en fait, au niveau de eSQL, tu as par exemple une fonction qui est la fonction diffyears, qui va te faire en fait un datediff de hier, et puis derrière qui va te donner les deux paramètres. Et quand elle est traduite en SQL. Et donc là, du coup, toi, tu vas pouvoir lui dire, je crée mon extension méthode, et puis derrière, je l'associe à cette fonction eSQL, et comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Alors que au niveau du code C#, tu aurais pu lui dire je fais récupérer juste la date courante et puis derrière il y a la possibilité de faire des différences entre les dates, etc. Mais au bout d'un moment on arrive quand même sur des moments où c'est plus supporté par Link to Entities quand ça devient trop complexe, sachant que Link to Entities vraiment est déjà vraiment bien complet, et d'ailleurs beaucoup plus complet par ce qu'on a sur Hibernate, et c'est pas moi qui le dis, c'est IND lui-même. Donc c'est la preuve que c'est effectivement vrai. Moi en tout cas ce que j'aime beaucoup c'est si tu utilises Link, il y a des fortes chances pas juste que ton investissement à le maîtriser Link te soit utile pas juste là, mais plus tard ailleurs dans d'autres tout à fait dans d'autres occasions. C'est ce tandis que si tu apprends Entity SQL, c'est utile pour Entity Framework, mais ça s'arrête là. Ouais, mais tu sais, c'est ce que je disais hier, justement, dans la conférence au Kung Fu. Je disais qu'en fait, Link, c'était vraiment un langage de requêtage universel. Et alors, universel, c'est un peu excessif parce qu'on reste quand même sur du .NET, mais ça reste vrai dans la mesure où toi, tu as les providers qu'on connaît qui sont fournis par MS, mais tu as également tous les autres providers que tu peux développer toi-même, tels que par exemple celui qu'a développé Michel Perfetti pour requêter les work items, tel que Bart de Smet qui avait fait Link to Active Directory, etc. Et du coup, au lieu d'avoir à connaître des langages généralement sous forme de chaînes de caractères qui sont tous différents, avec XPath XQuery quand tu veux requêter du XML, avec un langage qui est absolument atroce quand tu veux requêter l'Active Directory, là tu te retrouves juste à connaître Link et à l'utiliser. Puis en plus, l'autre intérêt de Link que tu vas avoir, c'est la vérification à la compilation. Donc, bien sûr, ça t'évite d'avoir, non, tout à fait, ça t'évite quand t'as fait la faute de frappe, de t'en apercevoir que quand t'exécutes. Tu as également, l'IntelliSense, ce qui est toujours également intéressant.
Et puis t'as un autre point. Alors ça, c'est vrai que c'est ce que je disais hier. J'ai toujours honte d'en parler, mais c'est vraiment très intéressant. C'est la coloration syntaxique. C'est-à-dire qu'avant, tu prenais donc ta requête qui était en chaîne de caractères, elle est toute rouge. Donc en fait, il faut que tu la lises complètement pour comprendre ce que ça fait. Là maintenant, tu vas voir les mots clés tels que le where, le group by, le select, etc. Tu vas les voir en bleu. Donc tu vas vraiment les voir, enfin en bleu par défaut. Hein. Ouais. Après, tu peux changer tes couleurs, mais tu vas vraiment les voir en surbrillance. Et donc du coup, tu vas très très facilement comprendre ce que fait ta requête. Et au niveau de la relecture d'une requête, c'est très très appréciable quand tu vas maintenir ton code. Ah oui, ça c'est un bon point, parce qu'on lit le code 10 fois, puis on l'écrit une fois, mais on le lit 10 fois sinon plus dans le temps de vie d'une application. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que Link, c'était du crack pour les développeurs. Une fois que t'as fait des requêtes Link, c'est difficile de faire autre chose. Et d'ailleurs, il y a même des fois où ça devient excessif, parce que des fois, je vais avoir tendance, par exemple, notamment sur Link to Object, tu peux avoir tendance dans certains cas à pas prendre la solution optimale telle que tu l'aurais faite, mais parce que tu utilises une requête Link, parce que c'est tellement plus sympa. Mais ça m'amène à une question, Mathieu. Imaginons que je veux définir le contrat de ma couche d'accès aux données. Oui. Donc c'est clair que puis je me dis moi ce que je voudrais c'est que mon domaine métier ou ma couche présentation, ça veut parler à ma couche d'accès aux données, je voudrais que ça fasse des requêtes Link. Mm-hmm. Donc si je comprends ce que tu dis, pour les cas plus spéciaux, supposons que tu as quelque chose qui traite beaucoup les dates, fais-toi des extension méthodes qui vont venir bonifier les commandes Link. Mm-hmm. Donc c'est ça que tu vas mettre public au niveau de ta couche. Et ensuite, tu vas t'assurer que tout ce qui est retourné de ta couche d'accès aux données, ça soit toujours soit des IEnumerable ou des iQueryable pour que Link soit capable de faire des requêtes avec. Pour les enrichir, ouais. Puis la grosse différence entre IEnumerable et iQueryable, c'est que IEnumerable, ça veut dire que tout est exécuté déjà dans ta couche d'accès aux données avant que ça quitte. Tandis que si c'est un iQueryable, toi tu peux dans ta couche domaine métier rajouter des clauses where tout ça, mais ça va être exécuté vraiment juste la première fois que tu vas accéder à la donnée. Donc ça te permet vraiment d'avoir des requêtes qui sont encore plus optimisées dans ta couche d'accès aux données parce que si tu fais mettons des where avec puis c'est un iQueryable, il va l'exécuter il va exécuter incluant ton link qui est dans ta couche d'accès aux données. Alors je suis qu'à moitié d'accord avec toi. Ah c'est bon. Dans la mesure où quand tu as un IEnumerable, en fait il va être exécuté qu'au dernier moment. Oui. Par contre, inversement, c'est vrai que toute la partie where, etc., ne va être faite que côté objet. Donc du coup, tu vas charger l'ensemble de tes entités et après derrière, tu vas rajouter en fait des filtres, par exemple côté au niveau de ton interface. En réalité, la bonne façon d'exprimer ça, c'est qu'un IEnumerable, c'est que tu auras pas un expression tree qui est construit et qui va être optimisé par la technologie d'accès aux données. Oui. Parce que essentiellement c'est du code IL qui est fait. Mm-hmm. Tandis que c'est un iQueryable, c'est un expression tree. Et là, ta couche d'accès aux données, c'est par exemple une couche un provider Oracle. Ben lui, il peut optimiser encore plus pour faire les meilleures requêtes vers Oracle. Puis encore là, chercher les bénéfices que tu veux pour pas que tu aies besoin, comme Guy dit, de t'aller chercher un serveur plus puissant parce que c'est plus lent. Oui, tout à fait. T'as effectivement ça. Mais ça serait ça l'idée, c'est que dans ta couche d'accès aux données, ce que tu rendrais public vers le monde externe, ça serait soit des IEnumerable ou des iQueryable, avec un jeu plus étendu de méthodes d'extension pour bonifier ton link. Ça serait l'approche. Ouais. Et alors, tu sais, d'ailleurs, moi, je trouve ça assez amusant, justement, cette approche-là, parce que ça a assez changé les mentalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on disait, il faut que ça soit uniquement la couche DAL, Data Access Layer, qui maîtrise les requêtes et il est hors de question que les autres puissent influer sur la requête qu'on va exécuter au niveau de la base de données. Alors que maintenant, avec l'aspect Link, finalement, cette idée est complètement volée en éclats et on se dit, finalement, c'est bien meilleur si c'est directement au niveau de l'UI où on va choisir finalement qu'est-ce que j'ai besoin et je vais requêter pour récupérer que ce dont j'ai besoin. Et donc tu récupères moins d'éléments. Par contre, j'ai des amis qui me disent mais attends là, comment moi je m'assure de me protéger, que ma couche d'accès données se protège contre un peu la stupidité d'un développeur qui essaierait d'aller chercher les 3 millions de rangées que j'ai dans une table. Parce que s'il fait, mettons que si par défaut, moi je dis, regarde, tu peux aller chercher 3 millions de rangées parce que je m'attends que toi, tu vas te mettre des conditions, des clauses where et compagnie, mais qu'il le fait pas. Comment on se protège? Puis moi, j'ai une petite stratégie là-dessus. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu fais, Mathieu, mais dans mon cas, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des code contracts.
où je fais juste me mettre un contract.ensure, puis je vérifie le count. Puis si le count de ce que je retourne, il y a plus que 2000 rangées, je génère une exception en disant, hey, c'est trop là, trop de rangées dans ce requête-là pour dire ta couche de données, ta couche de UI ou ta couche de domaine métier est pas assez optimisée. Là. Repense à ta façon de faire ta requête. D'accord, mais du coup, c'est-à-dire quand tu exécutes ta requête, tu exécutes 2 requêtes en base alors. Une pour un premier un compte et après derrière la vraie requête. Oui, mais c'est j'active ces code contracts-là juste quand je suis en test. C'est sûr quand je suis en vraie production. D'accord, ok. Alors l'autre solution, ça peut être de mettre automatiquement rajouter un tech, par exemple, consiste à dire je prends que les n premiers. Ouais, mais ça t'as un risque important qui est de dire finalement il sait pas s'il a récupéré 2000 éléments parce que t'as mis un tech sur 2000 ou parce qu'il y en a que 2000 en base. Puis si je demande par exemple lui s'il demande de trier, il va trier juste les 2000 premiers au lieu de trier vraiment à travers les 3 millions pour aller chercher vraiment le bon ordre de tri. Oui, alors tu peux rajouter le tech en dernier lieu, hein, comme ça te permet d'avoir le trick. Hein. Mais non, enfin sinon moi personnellement j'ai tendance à pas avoir d'influence à ce niveau-là. Et si le développeur, il va récupérer 2 millions de lignes, je pense qu'on va le voir très très vite au niveau des tests qu'il y a un souci. Quoi. Ah oui. Mais c'est un bon point, ça. Est-ce qu'il y a moyen, avec NTT Framework, de valider ou de pouvoir voir la requête SQL qui est exécutée? Oui, t'as tout à fait la possibilité de lui dire donne-moi alors en fait t'as 2 solutions, soit par exemple si tu utilises SQL Server Management Studio, tu peux utiliser le SQL Server Profiler. Ouais, voilà, mais la terre dehors le feront pas. Et mais sinon tu as de toute façon la possibilité de dire donne-moi la requête SQL que tu vas exécuter à partir de ma requête link. Ça derrière lui, il peut donc du coup te donner la chaîne de caractères qui correspond à la requête SQL qui va exécuter. Donc, dans les bonnes pratiques, ça serait peut-être d'implémenter cette pratique-là, qui est de tout le temps valider la requête SQL qui est générée, juste pour voir si elle est vraiment optimisée. Puis comme ça, on pourrait changer un peu notre requête link pour l'adapter un peu. Oui, mais alors justement là par contre, je suis pas forcément la même philosophie puisque moi je crois vraiment au rôle du DBA. Je pense pas qu'Entity Framework doit supprimer le DBA, loin de là. Et donc pour moi justement c'est plus le DBA qui va regarder ça avec un outil comme c'est quoi le serveur profiler, qui va regarder les requêtes qui vont passer et qui va potentiellement dire non moi cette requête elle me va pas du tout. Bon, sachant qu'au niveau anti-framework, c'est quand même les requêtes qui sont générées sont quand même vraiment pas mal du tout. Ils ont encore amélioré les requêtes qui sont générées. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est qu'il fallait, même si c'est un peu moins vrai maintenant, mais dans la V1, par exemple, il fallait faire attention aux requêtes qui étaient générées, parce qu'il y a des moments où moi j'ai vu des requêtes, donc je regarde pas mal pour le coup les requêtes qui génèrent, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette requête, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça que je l'aurais écrite. Ouais. Et puis en fait quand j'ai exécuté la requête et que je regardais le plan d'exécution, c'était exactement le même que ma requête que j'aurais écrite moi. Ah. Donc effectivement la requête est très différente, était pas celle qui me paraissait du tout naturelle, mais d'ailleurs si elle a le même plan d'exécution, la requête elle a la même valeur quoi. Donc il faut aussi se méfier à ce niveau-là. Mais maintenant dans Entity Framework 4 justement ils ont eu des remarques là-dessus pour faire en sorte que les requêtes générées soient plus lisibles. Et ils ont également fait un travail là-dessus, en plus de leur travail d'optimisation au niveau des. Donc la requête, quand tu la regardes, elle te fait moins peur comme développeur. Voilà. Ouais. Parce que eux, originalement, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient un peu avec des méta, des règles méta qui avaient, parce qu'ils vu qu'ils comprenaient ça comment. Ça ressemblait du IL pour SQL. Oui, mais c'est une petite machine à état qui s'était faite. Puis vu qu'ils connaissaient comment était optimisé SQL, il y avait pu bâtir cette petite machine à état là. Oui, puis en plus, enfin maintenant les optimiseurs, par exemple sur SQL Server, il est tellement performant qu'au final, tu peux écrire une requête qui est pas forcément la requête optimale, lui derrière mal optimisé, c'est assez impressionnant quoi. Enfin, bien souvent il y a quand même des optimisations vraiment très importantes à ce niveau-là. Et mais en plus toi l'autre aspect donc sur lequel j'aurais parlé c'est justement ce qu'on disait, c'est-à-dire le DBA, imaginons qu'il a vu une requête qui lui plaît pas, il a la possibilité de dire au niveau Entity Framework, je vais intervenir dans le modèle, hein, donc le modèle est décomposé en fait en 3 parties. Il y a la partie SSDL qui est la description de la base de données, la partie CSDL qui est la description des entités et le MSL qui est la description du mapping entre les deux. Donc lui, il a la possibilité de dire dans le CSDL, dans le SSDL, donc la description de la base de données, moi je vais te donner la requête
que je veux que tu exécutes. Uh-huh. Et là, en fait, du coup, il va pouvoir écrire du SQL et malgré tout, on va garder l'indépendance qu'on a au niveau du provider de base de données parce qu'on est dans la partie SSDL qui est donc la description de la base de données qui de toute façon évoluera si on change de provider de base de données. Donc, si je te suis bien, un autre avantage qu'Entity Framework 4 amène à terme, quand on dit que c'est vraiment l'écosystème, c'est que contrairement à un Hibernate où est-ce que littéralement le message que tu disais à ton DBA c'est j'ai plus besoin de toi, ou en tout cas je veux pas que tu sois impliqué puis tu viendras faire de l'optimisation par après. Là nous on peut vraiment travailler main dans la main avec notre DBA en disant voici un modèle dans lequel toi tu vas être à l'aise, tu vas avoir le contrôle que tu veux et moi je vais être à l'aise parce que je vais vraiment travailler avec un domaine métier. Oui. Et donc mais c'est un love fest. Si ça serait toujours comme ça. C'était déjà le cas dans la V1, mais effectivement, ouais, c'est un aspect qu'on peut voir. Tu sais, j'avais une petite phrase, on a fait une saga Entity Framework avec Microsoft France, qui est en ligne sur MSDN. Et dans l'introduction, en fait, je parlais d'un point, c'est cet été, je suis allé en vacances dans le sud de l'Espagne. Et donc j'ai visité la mosquée cathédrale de Cordoue et je dis à ma femme c'est probablement la plus belle chose que j'ai jamais vue après toi, nos enfants et l'Entity Framework. Voilà, elle a pas forcément apprécié le compliment à sa juste valeur, mais derrière en fait si tu veux ce que j'avais rajouté dans la vidéo, c'est la mosquée cathédrale de Cordoue, c'est assez intéressant au niveau de son architecture parce que tu as un mélange entre l'art arabe et l'art chrétien. Mais par contre, ça a été possible que par la guerre. Et au niveau Entity Framework, justement, le but c'est de pacifier les relations entre les DBA et les développeurs. Donc je sais pas ce que j'avais fumé ce jour-là, mais c'était mais très inspiré, voilà, quoi. mais c'est quand même intéressant de faire la comparaison entre le monde arabe et le monde chrétien. Mais qui est chrétien, qui est arabe mais aussi l'aspect de la guerre. Tu dis que il y a juste la guerre qui a pu créer quelque chose comme ça. Puis en fait, une fois que lorsque Entity Framework est sorti, la première version, il y a eu beaucoup de guéguerres justement des gens du côté open source ou agile. Qui réclamaient des choses, puis ça a peut-être influencé Microsoft aussi à aller ajouter ces choses-là. Mais ce qu'on sait pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de DBA qui aiment pas Entity Framework parce qu'ils ont une façon de faire qui est leur façon de faire depuis 20 ans et ça bouscule les choses pour eux autres aussi. Hein. Ben t'as ça et puis même t'as aussi les développeurs, la communauté agile qui ont l'habitude d'Hibernate, qui ont une certaine maîtrise d'Hibernate, qui ont une certaine valeur parce que justement ils connaissent Hibernate et donc du coup qui n'ont pas forcément envie que les choses changent. Donc ça mais on va dire c'est humain quoi, la nature humaine étant ce qu'elle est. Ils ont investi sur un Hibernate, ils n'ont pas forcément envie effectivement de changer. Mais tu vois sur le marché de Montréal, on commence à avoir des offres d'emploi maintenant avec où on demande de l'expérience avec Entity Framework. Mais moi de tout ce que tu m'as parlé, l'écosystème, je pense que c'est vraiment l'élément, je vois une certaine ressemblance avec Team System. On sait qu'on peut prendre un paquet de produits open source puis avoir un gestionnaire de code source. Mais c'est la force de Team System, c'est l'intégration. Donc, tout l'écosystème qui est autour, qui te donne une expérience au total. C'est un modèle que Microsoft reproduit souvent. Hein? À l'époque, quand ils ont sorti les premières versions de Office, il existait le produit Word, il existait le produit Excel, il existait un produit PowerPoint. À l'époque, je sais pas si vous en souvenez, mais PowerPoint était vraiment pas bon. Et il y avait un autre produit pour faire des présentations qui s'appelait Harvard Graphics, qui était très, très bon. Mais malheureusement, Harvard Graphics n'avait pas un écosystème, tandis que PowerPoint venait avec... puis à terme, ils ont bonifié, et un jour, Office a pris une grosse part. Je ne serais pas surpris que c'est ce qui va arriver avec Entity Framework en bonifiant. Le fait dans l'écosystème que tu as Link, qui est une variable non négligeable... ça bonifie beaucoup l'offre d'Entity Framework. Ouais, mais toi, par exemple, Hibernate maintenant supporte effectivement un link, même si comme j'ai dit tout à l'heure, le support est un peu moins évolué que sur Entity Framework. Mais c'est effectivement au niveau de toute la techno qu'on a autour, que je citais tout à l'heure, hein, que propose Microsoft, c'est vrai que c'est quand même vraiment un point qui, à mon avis, est assez important. Et qui est peut-être quand tu lis par exemple le blog d'AND, il a tendance à relativement l'oublier, ce point-là, plus l'intérêt du SSDL. C'est donc la fameuse description de la base de données où le DBA pour interagir. Et en fait, ça va encore au-delà même de ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir... Je te donne un exemple.
Au niveau Entity Framework, tu peux pas te mapper deux entités sur la même table, parce que sinon tu aurais un problème à un moment de cohérence. Faut mettre à jour les deux. Bon, t'as la même contrainte sur d'autres mapping objets relationnels. Mais par contre, tu vois, au niveau si tu prends par exemple la base Northwind, où tu as donc les orders, les products, et puis les orders détails, tu vas pouvoir lui dire, je vais me créer ce qu'on va appeler une SSDL view. Donc en fait, c'est un peu comme une vue en base de données, sauf qu'on va la voir directement au niveau de mon SSDL. Et dedans, je vais juste faire un select de order ID et product ID from order details. Là, le fait de faire ça fait que du coup, maintenant, je me retrouve dans un scénario où, pour Entity Framework, j'ai deux choses différentes. J'ai une vue et puis j'ai la table order details. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir me créer ma relation many to many entre order et product et la mapper sur ma vue. Toi, t'as cette possibilité-là. Une autre possibilité, alors j'ai pas forcément entré en détail, en plus c'est pas forcément évident comme ça en parlant, mais c'est si tu as par exemple, tu sais, au niveau de la table employé, tu as une relation, tu as une récursive. Donc un employé un manager peut avoir des employés. Et ce que tu peux faire, c'est lui dire, justement, en jouant sur le SSDL, tu as la possibilité de lui dire, maintenant en fait, moi je veux avoir une entité qui va être mon entité employé, une entité manager qui va hériter d'employé, et ma relation les plus récursive, ma relation être entre manager et employé. Ouais. Mais au physique, dans la BD, ça se passe c'est une tout seule dans table. la même table. Ouais. Et ça, toi, c'est un des problèmes, c'est une des difficultés quand on fait une mapping, c'est que c'est le genre de choses qu'on a dans notre modèle objet, mais qu'on peut pas retrouver dans notre modèle relationnel. Oui. Et ça, toi, typiquement, je pense que ce scénario-là, a priori, je pense pas que ce soit couvert par Hibernate, typiquement. Écoute, en terminant, je sais que tu as ton blog, je pense que qui que ce soit qui s'intéresse à tout ce qui est couche d'accès aux données devrait lire ton blog. On parlait un peu plus tôt que le livre de Julia Raymond, c'est probablement la référence. On pourrait mettre le lien. Il y a son blog aussi qui est pas inintéressant loin de là. Est-ce que donc tu recommanderais, je m'en allais te demander, est-ce que tu recommanderais d'autres sources d'informations, blogs ou Après, il y a les blogs de l'équipe de Microsoft, où donc il y en a plusieurs. Il y a notamment le blog de l'ADO.NET Team, et puis ils ont également un blog qui s'appelle IF Design qui a notamment permis avant la bêta 2 d'Entity Framework de dire voilà qu'est-ce qu'ils voulaient faire et de récolter l'avis des différentes personnes de la communauté pour savoir ce qu'ils en pensaient, est-ce que c'était une bonne idée ou non. Donc, ils faisaient des choses vraiment très très en avance de phase où ils proposaient des idées. Et d'ailleurs, du coup, c'est parfois un peu surprenant parce que, par exemple, tu fais une recherche sur Google, tu tombes sur leur blog, sur des posts avec des choses qui, en fait, finalement, ils ont, suite aux différents avis, ils avaient proposé des idées, mais ils l'ont pas du tout fait comme ça. Et donc, du coup, tu arrives sur des exemples de code, par exemple, qui te fournissent, mais en fait, qui ne marchent pas. Parce qu'on n'a jamais implémenté cette Voilà, cette exactement, ouais. Donc alors du coup, il y en avait notamment un post où je leur avais signalé, du coup maintenant ils l'ont mis en gras au début du post, attention, ça a changé depuis. Mais c'est vrai que là-dessus, c'était assez intéressant justement. Et on voit que Microsoft est quand même, sur Entity Framework, vraiment à l'écoute du marché, et je pense que là vraiment ils ont fait un grand pas au niveau de la couverture des besoins. Et les infos que j'ai pu avoir, notamment MVP Summit, bien entendu, j'en parlerai pas ici, mais les infos que j'ai pu avoir me font dire que j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir encore rajouter après la prochaine version. Comme toujours, quand on arrive à la version 3, c'est souvent c'est celle qui prend le marché. Mais déjà, là, ce que tu nous expliques qu'on peut faire avec la version 2, ça semble pas mal intéressant. Ouais, non, c'est vraiment très intéressant. Écoute, Mathieu, on te remercie. C'est moi. Puis c'est toujours un plaisir de te rencontrer. C'est réciproque. Nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Ben oui, il y a la conférence mix qui commence lundi, donc il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont un peu filtré dans différents blogs de l'équipe de Microsoft et aussi lors d'une conférence, je pense, en Afrique. C'est surtout par rapport au développement de Windows Phone, donc la nouvelle version de téléphone de Microsoft. Donc, ce qu'on a pu comprendre, c'est que le développement va se faire soit via Silverlight
Et pour les jeux, soit via XNA Studio, donc l'outil qui permet de développer des jeux pour la plateforme Xbox et la plateforme Windows, va être aussi l'outil pour développer des jeux sur le Windows Phone 7. Puis si on veut faire une application sur ce type de téléphone-là, ça va être une application Silverlight, si on comprend bien. Si on comprend bien, ouais. Je vais avoir la confirmation la semaine prochaine, j'imagine. On va tout voir ça la semaine prochaine. Donc, puis je pense qu'il y a aussi d'autres surprises là, qui vont être annoncées la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont retenu ton attention ces jours-ci? Une petite annonce, c'est Office 2010, la sortie officielle ou la date à partir de laquelle les compagnies vont pouvoir télécharger puis installer Office 2010. Ça va être le 12 mai. Donc, c'est un mois et demi à peu près, 2 mois, là, un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, le 12, parce qu'on parle que Visual Studio sortirait le 12 avril, là, le 12 mai pour Office, c'est comme le chiffre 12 et... Il est chanceux cette année. Faut croire, hein? Ouais. Puis, nous, on peut peut-être couvrir vite qu'est-ce qui s'en vient dans la communauté.net dans les prochaines semaines. Oui, donc, on parlait de mix. Laurent et moi, on va revenir Donc, Laurent Duvaux, pour ne pas le nommer. Et oui, qui est un expert Silverlight. Donc, on va revenir de Las Vegas et on va faire un petit survol de la conférence mix. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé? Ça, c'est le lundi. Ça, c'est le lundi. Et on va avoir aussi, dans le même meeting, Jesse Liberty, qui travaille pour Microsoft Boston, qui est un des évangélistes là, dans l'équipe Silverlight, et qui va nous faire une introduction au patron là, MVVM, Model View Model, avec Silverlight. Et je pense qu'il va pouvoir... il va utiliser les toutes dernières nouvelles technologies. Les émulateurs Windows Phone 7 là, pour déployer son application. OK. Donc ça, c'est lundi le 22 mars. Le 22 mars. Le 31 mars, on a un meeting à Al.net où Maxime Rouillet va nous parler du MVC, ASP.NET MVC 2.0. OK. Donc, les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans le MVC 2.0. Donc, je pense que la sortie officielle, là, c'était ces jours-ci, là, au niveau de la version finale. Ouais. Donc, c'est intéressant. Et le mardi 6 avril, on a un meeting SQL. On va avoir 2 sujets. Michel Goudzer va nous parler des cubes, donc une introduction au concept des cubes. Et Christian Côté va nous parler de SSIS et Analysis Services. Donc, comment peupler nos cubes, finalement, en utilisant des technologies d'intégration. Il y a comme un thème à ça. C'est quoi les cubes, puis comment on les peuple? C'est vraiment une session ça, qui va parler beaucoup de ce qui est intelligence d'affaires, BI. Une introduction, oui. Donc, si ce monde-là vous intéresse, c'est un bon départ. Là. Écoute, Mathieu, on te remercie encore. Écoute, de rien. Merci beaucoup de nous offrir ta chambre comme studio. Puis on te souhaite une bonne terminaison pour la conférence Kung Fu. Ben, merci. Tu repars quand vers Paris? Alors, je pars dimanche. Dimanche, donc tu vas pouvoir visiter un peu la ville. Voilà, puis demain, j'ai la journée de il est occupé un peu demain. Ouais, c'est vrai, je suis en train d'oublier que tu as une journée complète de formation que tu donnes. moi, je l'oublierai pas. Donc, merci encore, Mathieu. Ben, de rien. Au plaisir. Visual Studio Talk Show.